Madame, Monsieur, bienvenue à ce magazine RDC Environnement. Comme vous le savez, c'est votre émission des questions environnementales et du développement durable, une production de la rédaction de l'agence Galaxy Média. Ayant remarqué l'échec dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement OMD, les pays membres des Nations Unies ont adopté en décembre 2015 les objectifs de développement durable ODD en remplacement bien sûr aux OMD. Au total, 17 ODD avec 169 cibles y associées. Ces objectifs de développement durable ODD font donc partie du programme de développement durable à l'horizon 2030, donc 15 ans qu'il faut mettre sur pied ces ODD depuis 2015. Nous sommes déjà en 2020 et donc il nous reste 10 ans pour accomplir les 17 objectifs de développement durable. Ces ODD, comme vous le savez, ils fixent les orientations aux politiques et au financement au service du développement. Ce programme de développement durable, c'est donc un plan d'action pour l'humanité, pour la planète et pour la prospérité des nations, renforçant donc la paix et nécessitant des partenariats pour sa mise en œuvre. Tenant compte, bien sûr, des succès, tout comme des insuffisances de ces ODD, des OMD, disons, les ODD qui ont remplacé les OMD mettent l'accent sur de nouveaux domaines tels que l'inégalité économique, les changements climatiques, l'accès à des modes de consommation d'énergie durable, la paix, la justice. Et donc tout cela fait un bloc de ce que nous appelons aujourd'hui les objectifs de développement durable ODD. Il faut dire que la durabilité, elle est transversale et nous habitons certes dans des maisons ou dans des habitations, mais c'est dans quel type de maison, c'est dans quel type d'habitation que nous habitons. Nous allons donc parler de cette durabilité de l'infrastructure, de cette durabilité dans les bâtiments, donc ce qu'on appelle l'architecture écologique. Et pour parler, n'est-ce pas, de cette architecture écologique ou l'architecture durable, nous avons fait appel à un jeune architecte sur ce plateau. Il s'agit donc de notre ami David Ntsangou. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, monsieur Lucien. Comment vous allez? Oui, je vais très bien, merci. Alors, l'architecture durable, c'est donc de cela que nous allons devoir parler dans cette émission. Mais d'ores et déjà, d'entrée de jeu, ce sont au total 41 engagements pris par le gouvernement congolais dans le secteur des hydrocarbures qu'il peine à tenir. Constat de l'ASBEL Océan, organisation congolaise des écologistes et amis de la nature, qui a retenu cet engagement jugé prioritaire. D'où le dépôt d'un mémorandum de 20 pages ce mardi 28 janvier 2020, à la primature exigeant au gouvernement congolais de mettre en œuvre ses engagements. Information révélée par Océan au cours d'un point de presse tenu le même mardi à son siège de la Gombe. Kass Alidor Muteba, chargé des programmes et représentant du bureau de Kinshasa, a indiqué que le gouvernement de la République a engagé depuis 2002 des réformes légales dans le secteur extractif pour booster son économie, lutter contre la pauvreté et faire profiter aux citoyens les retombées de l'exploitation des ressources naturelles. C'est le cas de la loi numéro 15/0012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures. Kass Alidor Muteba est revenu sur les articles 11 et 19 de cette loi, axés sur l'élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'hydrocarbures, ainsi que sur l'institution d'un fonds pour les générations futures. Au Congolais, la nécessité de domestiquer la profession pétrolière, vérifier les mesures déjà prises ou envisagées pour mettre en œuvre cet engagement, suivre les questions de sous-traitants dans le secteur, suivre les questions de l'emploi et de la formation des Congolais. Le gouvernement élabore la politique des hydrocarbures. En principe, la loi doit refléter la politique de l'État en matière des hydrocarbures. Mais l'article 11 de la loi charge le gouvernement d'élaborer la politique de l'État en matière des hydrocarbures. Il est impérieux d'éveiller l'exécution de cette obligation par le gouvernement avec la participation de toutes les parties prenantes. Cette politique doit être entendue comme un document qui définit la vision, les stratégies et objectifs dans le secteur des hydrocarbures
en amont des politiques sectorielles telles que l'emploi et la formation. Obligation de procéder à un audit environnemental par le ministre de l'Environnement. La motivation de ce choix liée aux besoins sécuritaires et de la protection des droits humains. Et nous avons un article qui est intéressant, c'est l'article 19, la création d'un fonds pour les générations futures. Même les engagements liés à la protection de l'environnement, conformément aux articles 177 et 179, souffrent gravement, les stations-service étant construites même à proximité des habitations, avec tous les risques que cela comporte. Ainsi, Océan recommande au gouvernement renforcer la mise en application des lois et des réglementations en matière d'extraction des ressources naturelles, en particulier dans ces dispositions générales, ces activités d'hydrocarbures en amont, ces activités d'hydrocarbures en aval et sur la protection de l'environnement, du patrimoine culturel, de la sécurité et de l'hygiène. De renforcer la publication et déclaration des paiements par les entreprises avec des données suffisamment exhaustives et granulaires pour éclairer les débats et les décisions publiques. disposer d'une loi est une chose, mais l'appliquer en est une autre. Vous êtes architecte depuis combien de temps? Depuis 3 ans déjà. 3 ans, donc vous œuvrez déjà dans l'architecture? Oui, j'œuvre déjà dans l'architecture. Alors, architecture durable, c'est quoi l'architecture durable, l'architecture écologique pour nous suivre? Oui, l'architecture durable ou l'architecture écologique est une conception architecturale qui va de pair avec le respect de l'environnement. Donc c'est une architecture respectueuse qui marche sur l'environnement et sur l'écologique. Donc c'est un peu en ça en quelque sorte. Alors la durabilité, aujourd'hui la durabilité nous renvoie non seulement aux générations présentes, mais surtout aux générations futures. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu à nos téléspectateurs ce que c'est cette notion de durabilité? Oui, la notion de durabilité, c'est d'abord sur le développement durable. Lorsqu'on parle du développement durable, on voit directement le développement durable, c'est une manière de gérer, pas simplement pour la génération du présent, mais aussi pour la génération du futur. Lorsqu'on voit la génération du futur, donc notre manière de vivre on doit déjà commencer à se préparer à cette génération du futur, à l'avenir. Est-ce la manière dont je vis aujourd'hui, ça va pouvoir me compliquer demain ou ça ne va pas me compliquer demain? Si ça va pouvoir me compliquer demain, je dois trouver déjà des précautions aujourd'hui pour que ça ne me complique pas demain. Donc c'est ça un peu l'architecture ou le développement durable. Donc c'est de répondre à la génération du présent sans compromettre la capacité des générations futures. Alors voilà, donc penser aux générations futures aujourd'hui, c'est le maître mot du développement durable, parce qu'il faut se développer aujourd'hui, mais sans pour autant compromettre les chances des générations futures à se développer également à partir des ressources dont nous disposons aujourd'hui. Alors, architecture durable, architecte David, quand on parle de l'architecture durable, on fait allusion à quoi? Est-ce que c'est aux matériaux? Est-ce que c'est à la disposition des pièces? Ou encore c'est au cadre de vie? On fait allusion à quoi quand on parle de l'architecture écologique ou durable? Lorsqu'on parle d'architecture écologique ou durable, on pense aussi aux matériaux que nous utilisons. D'abord, l'architecture, c'est l'art de concevoir des édifices qui doivent marcher avec l'aspect social, économique aussi. Donc lorsqu'on parle de l'architecture écologique ou l'architecture durable, ou je peux dire l'architecture responsable, on voit directement les types de matériaux que nous utilisons. On voit aussi l'état de vie ou le quartier que nous habitons. Comment est-ce que moi, architecte, je vais pouvoir concevoir en sorte que je vais pouvoir concevoir exemple dans tel quartier et que mon bâtiment doit pouvoir soit fonctionnel et que mon bâtiment doit pouvoir marcher ensemble avec l'environnement. Donc le type de matériaux aussi est important sur l'architecture écologique ou responsable. Alors, type de matériaux, est-ce que l'environnement dans lequel nous construisons, c'est dit de toutes les façons, mais il tient compte par rapport à l'état du sol, par exemple, ou à l'état naturel de cet environnement? Beaucoup plus à l'état naturel de cet environnement. Pourquoi aujourd'hui je suis architecte, un client m'appelle, il me dit que non, je veux avoir un bâtiment ici. Et j'arrive sur le terrain,
je vois des arbres, par exemple, et je ne tiens pas compte de ces arbres, je me dis directement que non, je vais couper tous ces arbres. Il faut battre ça et directement pouvoir implanter mon bâtiment. Or, avec l'architecture écologique, je ne peux pas réfléchir de la sorte. Donc, l'architecture responsable que je suis en train de parler doit pouvoir marcher en connivence avec l'environnement. Donc ces arbres-là doivent pouvoir aussi me donner de l'oxygène. Donc pouvoir commencer à couper ces arbres pour que demain, que je puisse commencer à me poser la question, beaucoup plus pour les gens qui vont pouvoir habiter au bâtiment, commencer à se dire que mais il y a de la chaleur ici, on ne saura pas où on va pouvoir s'abriter en dehors de la maison. Donc moi, l'architecte, étant architecte et conseiller de mon client ou de mon maître d'ouvrage, je dois aussi commencer à pouvoir faire marier l'architecture et l'environnement. Donc l'environnement où je vais trouver, là où je vais pouvoir implanter mon bâtiment, je dois commencer à penser comment le recadrer avec l'architecture pour qu'il y ait une architecture respectueuse. Il faut que l'architecture soit en harmonie avec la nature. En harmonie avec la nature. Alors, par rapport, par exemple, à la disposition des pièces de votre édifice. Voilà. Sur ces, je veux dire aussi, par rapport à la disposition des pièces, la ventilation. Comment est-ce que je vais pouvoir recadrer mes ouvertures pour que les gens qui vont pouvoir habiter là ne souffrent pas? Je dois d'abord regarder les 4 points cardinaux de mon terrain, de mon espace ou de mon site, pour voir en sorte que non, les ouvertures que je vais pouvoir ouvrir ne puissent pas faire entrer par exemple beaucoup plus de la chaleur dont les gens qui vont pouvoir habiter là vont pouvoir commencer à fuir. Donc je dois recadrer, voir d'abord les 4 points cardinaux, où est l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud, pour qu'en sorte que non, mon Nord, je puisse beaucoup plus mettre mes ouvertures vers le Nord, à ce que le Nord me donne de l'air. Et ces terres-là vont pouvoir aider pour qu'il n'y ait pas de l'humidité à l'intérieur, pour qu'il ne crée pas de moisissures. Et ça ne va pas créer des maladies à l'avenir. Donc l'architecture, là, doit pouvoir marcher avec l'environnement. Et c'est ça derrière même l'écologie. Alors, on voit aujourd'hui, il y a des bâtiments qui sont côte à côte et qui peut-être ne respectent pas cet aspect de choses. Mais ce n'est pas pour autant que les gens ne vivent pas dans ces maisons. Bien sûr, les gens vivent, mais je suis en train de dire aussi, voilà pourquoi au début j'avais parlé de voir un peu la génération future sur le développement durable. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de vivre, je suis en train de me dire que je suis à l'aise. Je vis, c'est ma... Mais on ne sait pas demain ou après-demain. On ne sait pas demain, 10 ans et 20 ans après. Moi, peut-être je ne serai pas là, mais alors mes enfants vont pouvoir souffrir. Ils auront de maladies. Peut-être moi, j'ai déjà 60 ans, je vais bientôt partir. Mais avec mes enfants, avec la génération future qui viendra après plutôt, comment est-ce que cette génération va pouvoir vivre avec une vie qui n'est pas saine? Donc il faut qu'il y ait une vie saine. Donc voilà pourquoi le développement durable ou l'architecture écologique interviennent aussi à la santé. Donc on doit voir aussi l'aspect santé de l'homme qui va pouvoir habiter. C'est une des facettes en fait de cette architecture durable, mais aussi il faut peut-être parler de la technologie aussi qu'il faut utiliser. C'est vrai que le matériau, mais la technologie à utiliser dans l'architecture ou encore le respect de la nature, on l'a déjà dit, par rapport à cette architecture durable. Par rapport à cette architecture durable, la technologie aussi intervient. Voilà pourquoi je veux dire sur ce point, on doit pouvoir aussi commencer à faire des études et des recherches sur ça. On n'a pas cette habitude-là, lorsque je gagne un marché, je vais directement voir, la personne en question veut avoir 3 chambres, 2 salles de bain, une cuisine, un magasin, tout ça là, et ça je m'arrête là. Ça se limite là. Je me limite là. Or, ce n'est pas ça le cas avec l'architecture écologique, avec l'architecture durable. La consommation d'eau, de l'énergie, je dois aussi me rendre compte de ça. Est-ce qu'avec la technologie, comment est-ce que je vais pouvoir faire marier cette technologie avec mon bâtiment? Vu que par exemple la personne n'a pas assez de moyens, mais cette technologie, comment est-ce que je vais pouvoir le recadrer ou le faire entrer dans mon bâtiment pour que la personne en question vive une vie saine? Donc la technologie intervient aussi dans l'architecture écologique, mais beaucoup plus aussi avec l'architecture, on voit aussi beaucoup plus la nature, le respect de la nature. Donc le respect de la nature intervient beaucoup plus dans l'architecture écologique ou responsable. Alors, on va être concret. Est-ce que à Kinshasa, en particulier bien sûr, et en République démocratique du Congo en général, est-ce que nous avons des constructions écologiques où nous usons déjà de l'architecture écologique?
Avec l'architecture écologique ici à Kinshasa, je me dis non. Je ne sais pas là où les endroits que je fréquente, mais je ne pense pas. Nous pouvons aller peut-être dans nos villages, nous allons peut-être trouver des bâtiments écologiques, mais nous, les gens qui habitent là, ne savent pas que c'est écologique. C'est écologique. À partir, par exemple, des matériaux qu'ils sont en train d'utiliser, et c'est beaucoup plus écologique. Il suffit simplement de recadrer quelques points, et vous allez voir que ça va fonctionner. Par rapport à nos bâtiments ici, nous souffrons beaucoup plus à la capitale que dans les provinces. Vous allez voir les gens qui vivent dans nos villages arrivent jusqu'à 90 ans. Et ici, à Kinshasa, nous, déjà à 35 ans, 25 ans, il y a les gens qui disparaissent à chaque fois. On se pose la question. On ne se pose pas aussi la question, c'est quoi juste? Oui. Quelles sont les causes? Quelles sont les causes? Nous nous limitons par exemple à la vie, non, le fait social, nous ne mangeons pas bien, mais aussi la façon dont nous vivons dans nos bâtiments. Comment est-ce que nous fonctionnons? Et moi, je me dis qu'à Kinshasa, vraiment, il n'y a pas assez de bâtiments écologiques. Peut-être il y a 10%, 5%, je pourrais dire même 3% sur 100. Mais on doit pouvoir faire en sorte qu'il y ait des bâtiments écologiques. Okay. Donc, alors, disons que l'éco-construction est dans l'air du temps et il n'y a rien d'étonnant à ces phénomènes parce que, bon, si peut-être en République démocratique du Congo, nous sommes encore dans des constructions, disons-le, anarchiques par rapport à l'architecture écologique, mais cette éco-construction permet de concevoir des bâtiments respectueux de l'environnement et de l'écologie, tout en réalisant des substantielles économies d'énergie. En parlant de l'aspect lié à l'économie d'énergie, pour un bâtiment écologique, ça nous renvoie à quoi? Ça veut dire quoi? Avec l'énergie, je me rappelle aussi, à un moment donné, on nous a interdit de pouvoir utiliser nos ampoules ordinaires, incandescentes, de pouvoir utiliser les ampoules économiques. Oui. C'est dû aussi à ça, à la consommation d'énergie. Moi, je pense que on doit ne pas beaucoup plus voir l'aspect de beaucoup plus consommer de l'énergie. Lorsqu'on a de grandes ouvertures, d'office, l'air et la lumière entrent. Et c'est sur ces points que l'architecture écologique intervient. Donc on n'aura pas besoin d'assez de lumière à l'intérieur pour pouvoir utiliser l'énergie que nous utilisons avec la SNEL. Donc on aura beaucoup plus besoin d'utiliser la lumière naturelle. La lumière naturelle. Et l'air naturel, aussi, au lieu de nous bombarder avec les bruits des réfrigérateurs ou encore voilà, des climatiseurs. Des climatiseurs. Or, avec ces climatiseurs, plus tard, on aura des maladies. Ouais. Plus tard, parce que ces derniers temps, vous allez nous voir qu'on aime beaucoup plus la climatisation pour avoir de l'air frais et la peau fraîche, tout ça là. Ben oui, c'est bien bon pour aujourd'hui, mais demain, qu'est-ce que ça me cause? Et voilà pourquoi une architecture respectueuse ne doit pas vient pour pouvoir anéantir tout ça là. Faire comprendre à l'homme que tu es au centre de tout et tu dois vivre longtemps sur la terre. Et comment est-ce que tu dois faire pour vivre longtemps? Hormis ce que tu manges, mais la façon dont tu vis chez toi à la maison, qu'est-ce que tu utilises? Aujourd'hui, tu te dis c'est du luxe, mais qu'est-ce que ça me cause comme préjudice pour demain? Donc, avec la consommation d'énergie, on doit pouvoir réduire ces points pour éviter des maladies demain. Donc, il faut utiliser un peu plus du naturel. Un peu plus du naturel. Et vous aurez aussi de la bonne santé si vous utilisez beaucoup plus du naturel. Vous aurez vraiment de la bonne santé. Et alors, certains pensent que l'architecture écologique répond peut-être à certaines règles pour que réellement cette architecture soit, comme nous le disons, écologique. Est-ce qu'il y a des règles? Est-ce que l'architecture écologique répond à des règles préétablies, incontournables? Des règles sont naturelles. C'est de respecter la nature. Il n'y a pas de règles qui vont peut-être compliquer d'autres personnes, mais c'est beaucoup plus, c'est de respecter la nature. Je veux concevoir avec quel type de matériaux. Est-ce que ces matériaux vont pouvoir me donner de maladies demain? Voilà pourquoi je veux beaucoup plus parler. Lorsque nous sommes en train de vivre, on doit toujours se poser des questions. Est-ce que demain, comment est-ce que je serai demain? Est-ce qu'aujourd'hui je suis en bonne santé? Demain je serai en bonne santé? Qu'est-ce que je prends ou qu'est-ce que j'utilise? Où est-ce que je suis? Mon environnement, comment est-ce qu'est mon environnement? Et sur ces points, on doit se rendre compte des matériaux, des types de matériaux.
et éviter beaucoup plus la consommation des déchets, de pouvoir réduire aussi la consommation des déchets parce que nous consommons beaucoup plus ou nous utilisons beaucoup plus, mais voilà, regardez ce que ça nous donne comme préjudice demain. Donc c'est beaucoup plus voir ce qui est naturel. Les arbres sont là pour nous donner de l'oxygène. On ne doit pas être là à chaque fois commencer à couper des arbres, à couper, à déboiser. Or, on ne se pose pas, demain, on aura de la chaleur, demain, on va souffrir. Aujourd'hui, si vous passez, les gens beaucoup plus disent avec cette chaleur d'aujourd'hui, là, ça nous chauffe, tout ça. On ne sait pas comment on va dormir. On ne sait pas comment on va dormir. Ouais. Et vous allez passer sur une avenue, vous allez voir toutes les personnes sortir de leur maison et dormir. Ils se mettent dans la rue. Se mettre dans la rue. Ouais. Vous allez voir que quelqu'un qui quitte sa parcelle allait se mettre comme il y a le voisin un arbre dans sa parcelle. Vous allez voir, le voisin quitte d'abord pour aller s'abriter là-bas. Donc l'arbre est très très important. Moi, je pense que on ne doit pas avoir cette habitude-là de couper des arbres à chaque fois. La verdure est très très importante dans une parcelle. Ouais. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on puisse avoir une vie saine. Une vie. Il y a des parcelles aujourd'hui où vous ne trouvez aucun arbre, peut-être faute d'espace. Mais pour ce type de parcelles, qu'est-ce qu'il faut faire par exemple? Il y a de la verdure murale. Ouais. Il y a de la verdure murale. Vous allez voir sur une mur qu'il y a de la verdure. Ouais. Et c'est la verdure murale là fait en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de chaleur à l'intérieur de la parcelle. Mais ça ne va pas remplacer un arbre. Ça ne va pas remplacer un arbre, bien sûr, mais je veux aussi parler de la architecture passive, une maison passive, qui est aussi une maison dont la verdure est à l'intérieur de la maison. La végétation à l'intérieur de la maison, avec des patios. Ouais. Je peux pouvoir faire en sorte qu'il y ait du jardin dans ma maison, qui va faire en sorte que je puisse vivre une vie saine, qui va pouvoir me donner de l'oxygène au niveau à l'intérieur de la maison. Bon, comme on n'a pas cette culture, voilà un peu pourquoi ça nous complique un peu. Ouais. Mais aussi, on doit pouvoir mettre ça en pratique pour qu'on ait une vie saine. Alors, il y a parfois il y a peut-être des problèmes de moyens, parce que, les Congolais vivent encore, comme on l'a dit, sous le seuil de la pauvreté. Ils vivent avec peut-être $1 ou moins d'$1 par jour, et ils ne savent pas peut-être se taper une maison écologique parce que ça coûte peut-être cher, comme on peut se le dire. Est-ce que c'est une des raisons de ne pas avoir une architecture écologique au Congo? Pas nécessairement. Avec l'architecture écologique au Congo, que vous avez des moyens ou pas, vous allez vivre, vous aurez une architecture écologique. Vous allez vivre une vie responsable. Il suffit simplement de comprendre c'est quoi l'architecture écologique. Je ne vais pas entrer beaucoup plus dans des termes techniques parce que ça va beaucoup plus compliquer la compréhension. Voilà pourquoi je parle de la nature. Je suis là, je n'ai pas assez de moyens, mais j'ai un petit coin là, je vais pouvoir construire une maison. Il me suffit simplement de savoir où est mon nord, où est mon est, où est l'ouest et où est le sud. C'est à ce point aussi que je vais pouvoir ouvrir mes ouvertures où j'aurai de l'air naturel. Ouais. À part cela, avec le matériau, je ne vais pas me compliquer par acheter le bloc des Chinois qui coûte $1. Peut-être ça va me compliquer. Mais il suffit simplement, ça chauffe aussi. Mais je vais pouvoir utiliser de l'argile. L'argile est vraiment écologique parce que la chaleur n'entre pas à la maison. Donc, à travers ça, je vais pouvoir construire des maisons écologiques en ayant peu de moyens. Il suffit simplement de comprendre. Mais aussi, appeler un architecte pour vous. Ne pensez pas que l'architecte viendra vous bombarder avec une grande somme. C'est ça aussi le danger, parce que quand on construit, on fait appel à un, entre guillemets, un maçon, et ça se limite là, au lieu d'aller toquer à la porte ou d'un cabinet d'architecte, parce qu'on sait que là, la facture sera salée. L'architecte n'est pas quelqu'un qui bombarde de grandes sommes, mais simplement, un architecte peut aussi être un conseiller pour toi, pour que tu puisses avoir une maison passive, une maison respectueuse. Il suffit simplement de lui poser la question. Je vais avoir ça, comment je vais faire? Il va pouvoir t'orienter. Tant bien même qu'il ne sera pas là, mais t'oriente comment est-ce que tu vas faire en sorte pour que ta maison fonctionne dans les normes écologiques.
Donc l'architecte ne viendra pas là pour te bombarder avec des grandes sommes dont tu ne sauras pas où pouvoir commencer. C'est la crainte en fait. Mais on doit pouvoir l'éviter. Alors l'idée de l'architecture durable est de bâtir des logements qui ne soient pas trop isolés des infrastructures existantes afin de privilégier, comme on dit, l'usage des transports en commun. C'est donc privilégier les emplacements proches des transports en commun. Est-ce que cette assertion vous dit quelque chose? Oui, avec le transport en commun, parce que là, on n'aura pas à utiliser sa propre voiture pour parcourir peut-être d'énormes distances où on est seulement à 3 avec sa propre voiture. Mais si on prend par exemple un transport en commun, on est à 10, 15, 20. Donc, on aura épargné l'empreinte écologique. Bon, avec l'empreinte écologique ou le transport en commun, je peux dire que ce n'est pas nécessairement, mais l'architecture ou l'empreinte écologique avec le transport en commun, là, avec l'écologie, je vais un peu entrer aussi avec ça pour dire que non, là, on aura pouvoir barricader ou barrer d'autres notre moyen de se déplacer. Oui. Parce qu'avec l'écologie, là, je vais entrer aussi pour dire que non, là, on va parler maintenant de moyens, des véhicules électriques, des transports électriques, des voitures électriques. Parce que avec tous ces gaz qui viennent qui détruisent l'environnement, et voilà pourquoi on a des réchauffements climatiques. Donc avec ça, je vais aussi parler sur le transport en commun que il n'y a pas longtemps que j'avais entendu parler, le président avait parlé de ça, sur le véhicule électrique doit pouvoir venir ici en RDC, qu'on puisse pour commencer beaucoup plus à utiliser des voitures électriques. Ailleurs, ça existe déjà. Oui, ailleurs, ça existe déjà. Et c'est ça l'écologie. Donc l'écologie n'est pas... L'écologie englobe tout. C'est comme l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. C'est partout moi je suis tout près de mon environnement. Et comment je vais faire en sorte pour vivre une vie saine, pour pouvoir gérer ma ville, parce que la ville est intelligente et moi l'homme je dois aussi être intelligent pour pouvoir marcher ensemble et pouvoir faire de grandes choses. Oui. Alors l'architecture durable répond également à l'aspect qui est celui du recyclage des déchets. Pour produire de l'énergie, c'est que nous-mêmes nous produisons, nous pouvons le recycler pour que nous puissions en bénéficier. Exactement. Oui, mais nous ne le faisons pas ici à Kinshasa. Oui. Mais en tant qu'architecte, il faut le conseiller. Bien sûr, je dois pouvoir conseiller sur ce point. Avec le déchet, nous pouvons faire de grandes choses. Beaucoup de choses avec le déchet. Ce n'est plus quelque chose avec laquelle il faut s'en débarrasser, mais plutôt une ressource. Une ressource. Avec... nos déchets organiques, nous pouvons l'utiliser pour le fumer, pour l'agriculture. Je pense que avec nos plastiques, nous pouvons faire des pavés avec le plastique. Nous pouvons même construire un bâtiment avec des bouteilles en plastique. Moi, j'ai déjà vu ça au Japon, à travers un documentaire. Les jeunes architectes se sont réunis et pouvoir concevoir un bâtiment construit qu'avec des bouteilles de plastique. C'est possible et ça a résisté. Donc, nous pouvons recycler ces bouteilles-là, les déchets, tout ça là, pour pouvoir faire de grandes choses avec ça. Dans la construction, ça peut aussi nous donner de l'énergie. Donc, nous pouvons et sur ces points-là, il faudrait revoir un peu nos têtes, nous les Congolais. Comment est-ce que nous vivons? Il faut que nous puissions réfléchir. Il faut qu'il y ait un renforcement de capacité du point de vue des Congolais pour qu'on ait une autre vie. On doit pouvoir changer. On dit simplement que c'est difficile pour qu'un Congolais puisse changer, mais moi je pense que c'est possible. C'est possible. C'est possible à travers des forums, à travers... Mais aussi, c'est aussi une question de volonté. Hein? Bon, la volonté, oui, mais on doit pouvoir faire comprendre à quelqu'un, à l'homme, ou à un Congolais, un Quinois, qu'est-ce que tu dois faire pour bien vivre, pour mieux vivre. Tu peux te dire que tu es en bonne santé ou que tu n'es pas en bonne santé. Alors toi tu te dis que tu es en bonne santé, mais tu n'es pas en bonne santé. Mais pour qu'on t'explique que tu n'es pas, pour que tu saches que tu n'es pas en bonne santé, on doit pouvoir t'expliquer. On doit pouvoir t'expliquer comment te faire montrer que non, tu n'es pas en bonne santé. Regardez ça. Et je pense que petit à petit, on va pouvoir faire en sorte qu'on ait une autre vie ici en République. Alors comme on parlait des déchets, nous le savons tous,
la gestion des déchets, c'est une question très cruciale, non seulement ici chez nous, mais même dans les pays développés, et particulièrement pour ce qui nous concerne. Nous avons aujourd'hui l'opération Kinbopeto. On est en train de collecter les déchets, les acheminer en Passa pour l'enfouissement. En tant qu'architecte écologique, disons-le comme ça, quelle lecture pouvez-vous avoir de cet aspect des choses? La récupération des déchets ne doit pas pouvoir aller enterrer les déchets. On n'enterre pas les déchets. Écologiquement, c'est interdit. Écologiquement, ce n'est pas bien. Oui. On ne doit pas pouvoir... Le système de recyclage, c'est bien. Qu'au lieu de pouvoir mettre les déchets dans un coin. Et vous savez, nous, les Congolais, nous habitons partout. Hein. Même le coin là de Passa, là, vous allez trouver des gens qui habitent aux alentours. Aux alentours. Et ces gens vivent comment? Comment est-ce qu'ils vivent? Est-ce qu'ils ont trouvé des précautions pour ces gens-là qui habitent le coin? Non, je ne pense pas. Et moi, je pense que ça n'a pas trouvé... Ce n'est pas ça la solution durable. Parce qu'à travers la solution, ce n'est pas aussi une solution durable. Ce n'est pas une solution écologique. Alors, pour pouvoir mieux dégager nos déchets, nous pouvons faire en sorte de pouvoir recycler nos déchets-là pour que ça nous sert encore à travers, nous pouvons l'utiliser à travers d'autres choses. Avec les usines qui fabriquent le déchet là, pourquoi ne pas arrêter la fabrication, commencer à récupérer ces bouteilles-là, recycler, travailler les bouteilles, les mêmes bouteilles pour en fabriquer d'autres. C'est possible. Au lieu de commencer à fabriquer, arrêter avec la fabrication de nouvelles bouteilles, commencer à récupérer les déchets là, les bouteilles de plastique que nous trouvons partout. Et souvent faire que c'est une aussi solution. C'est une solution aussi pour les bouteilles en plastique qui sont des déchets que nous trouvons partout. Et faire comprendre à l'homme congolais qu'on ne doit pas avoir cette habitude-là de jeter, parce que nous nous sommes habitués, on dit l'habitude d'une seconde nature, nous nous sommes habitués des années à pouvoir faire ça, et je sais que c'est vraiment difficile pour qu'on change directement, mais c'est un processus où on va pouvoir faire en sorte petit à petit et pour qu'il y ait un changement. Le changement, il est possible. Il est possible qu'au gouverneur aussi de la ville, de pouvoir aussi solliciter des experts environnementaux, oui, l'expertise de ceux qui savent vraiment qui savent vraiment chose. Très bien travailler la source, qui savent très bien faire pour faire en sorte qu'il n'aille pas de déchets par-ci par-là. Il y a des projets, il y a tant de projets ici en République démocratique du Congo sur les déchets, et ils peuvent récupérer ces projets, faire en sorte qu'il y ait un changement sur ce point, au lieu de pouvoir appeler d'autres personnes, venez, qui ne comprennent absolument rien sur ce point, qui veulent simplement voir quelque chose, mais aussi réfléchir pour qu'il y ait un développement. Ils doivent penser à la génération future. Ils ont un certain âge, ils vont pouvoir partir, il y a une autre génération qui viendra après. Qu'est-ce qu'ils ont légué, qu'est-ce qu'ils ont laissé, ou qu'est-ce qu'ils vont pouvoir laisser demain à la génération future? Moi, je pense qu'ils doivent penser à ça. En pensant à ça, ils vont pouvoir faire en sorte d'appeler des experts sur le point environnemental, qui vont pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas de déchets, qui vont pouvoir apporter des solutions et des bons projets pour éradiquer tout cela. Très bien. David Ntsangou, un architecte écologique. L'architecture écologique, c'est donc de cela que nous avions parlé dans cette émission. Alors, que dire à tous ceux qui nous suivent pour que l'architecture congolaise soit durable, de quoi il s'est agi en ce qui concerne l'architecture durable que nous avons parlé dans cette émission? Que leur dire pour terminer avec cette émission? Il y a une organisation des architectes à qui cette organisation est implantée pour pouvoir donner des ordres ou des numéros d'ordre aux architectes congolais. Moi, je pense qu'à cette organisation doit pouvoir penser à l'architecture écologique. Je pense qu'il y a un président de cette organisation ou un coordonnateur. Ce n'est pas encore mis en application, mais il y en a déjà. Ils vont pouvoir peut-être mettre ça en application peut-être cette année. Mais moi, je pense que cette commission-là doit pouvoir penser à ça. Organiser des forums, organiser des formations aux jeunes architectes comme nous, de pouvoir y participer et comprendre qu'est-ce que nous allons pouvoir faire demain. Qu'est-ce que nous allons pouvoir faire comme conception? Qu'est-ce que nous allons commencer à concevoir comme l'architecture? Et pouvoir intégrer l'architecture écologique dans chaque institut ou école d'architecture au niveau de la République démocratique du Congo. Et à partir de cela, on va pouvoir comprendre petit à petit l'architecture écologique pour qu'il n'y ait pas de préjudice, pour qu'il n'y ait pas de problème. Je ne veux pas
concevoir pour pouvoir avoir de l'argent, non seulement de l'argent, mais pour pouvoir mettre la vie des gens qui vont pouvoir habiter dans les bâtiments, une vie saine, pour que ces gens vivent une vie saine, et je dois comprendre ce que je suis en train de faire. Et sur ce, on doit pouvoir intégrer l'architecture écologique. Je suis un étudiant, au moment du cours de l'environnement, il y a beaucoup d'étudiants qui cessent le cours. Parce que c'est l'environnement. Oh, qu'est-ce que je veux faire là à l'intérieur? Or, l'environnement est la base aussi. Va de pair avec l'architecture. Et si je ne comprends pas cela, je vais sortir un architecte qui ne maîtrise pas l'environnement. Je vais sortir un architecte qui n'a pas la notion environnementale de l'écologique. Donc, on aura des problèmes et des problèmes et des problèmes. Moi, je pense que cette commission doit pouvoir organiser des forums avec le professeur des universités d'architecture, avec les étudiants qui font l'architecture, avec des architectes jeunes comme nous, pour qu'on puisse comprendre de mieux l'architecture écologique, pour que demain, nous construisons un bâtiment écologique et respectueux de l'environnement. Voilà, une architecture respectueuse de l'environnement, c'est possible en République démocratique du Congo. Vous avez donc suivi, madame, monsieur, l'architecte David Ntangu, avec qui nous avons donc parlé de l'architecture durable. De quoi s'agissait-il? La notion de la durabilité, le respect de notre environnement en rapport avec ce que nous construisons comme bâtiment. L'avenir, il faut penser à cette génération future qui va venir demain, parce que ce n'est pas seulement nous qui avons droit à la vie, mais cette génération future a également droit à la vie, et donc la notion de la durabilité répond à cet aspect de choses. En ayant recours à une source de chaleur renouvelable pour les chauffer, on fait un geste important pour l'environnement. Le choix des matériaux faibles en énergie grise, aussi naturelle que possible, et l'utilisation maximale de l'énergie solaire sont les autres principes, en tout cas, qu'il faut respecter pour une construction durable. Alors, nous devons prendre nos responsabilités et nous devons construire durablement, non seulement pour les générations présentes, mais aussi et surtout pour les générations futures. Madame, Monsieur, voilà donc qui boucle cette émission RDC Environnement qui a parlé aujourd'hui de l'architecture durable, et nous avions eu comme invité l'architecte David Ntangu. Architecte, merci. Merci à vous qui nous avez suivis, et merci à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission consacrée à l'architecture durable. Le prochain rendez-vous pour cette émission écologique, cette émission du développement durable, c'est la semaine qui va venir. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et prenez soin de votre environnement. Au revoir et à très bientôt. Merci.